Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Crimes et Indices. Le premier dossier de ce soir est consacré au violeur de la Sambre, arrêté en 2018. Dino Scala a sévi pendant 30 ans dans le nord de la France et en Belgique. Il a avoué avoir violé et agressé des dizaines de femmes et de jeunes filles en toute impunité. Alors comment ce criminel a-t-il pu passer entre les mailles du filet pendant autant de temps? Et si le fait qu'il s'agisse de viol et non de meurtre avait ralenti les choses, l'équipe de Devoir d'enquête a remonté le fil des investigations pour tenter de répondre à cette question. Nous sommes à Pont-sur-Sambre, dans le nord de la France, à une vingtaine de kilomètres de la frontière belge. On est chez les Ch'tis. Et ici, la fête résonne un peu comme une seconde nature. Bonjour, ça va? Fabien, c'est le journaliste du coin. C'est toi? Il connaît tout le monde et tout le monde le connaît. Ouais, alors ça pèse combien ça? 90 kilos. 90 kilos sur les épaules? C'est pas trop lourd? Aujourd'hui, c'est la mi-carême à Pont. C'est un cortège assez impressionnant avec des élus, la population, des élèves, des profs qui, voilà, une fois par an, se rassemblent. C'est la fête de l'année, c'est la plus grosse festivité à Pont. Et comme on peut le voir, qui brasse énormément de monde ici à Pont-sur-Sambre. C'est vraiment un village qui vit fort, où tout le monde se connaît. Hein. C'est vraiment un beau village, quoi. Il y a un beau patrimoine, des élus aussi qui sont très proches de la population, il faut le savoir. Donc voilà, c'est un beau petit village. 2500 personnes habitent ce beau petit village sans histoire. Mais un jour de février 2018, tout va s'accélérer. Ça a été un coup de tonnerre, le ciel leur est tombé sur la tête, quoi. Un violeur vivrait ici parmi eux depuis des années. C'est peut-être leur voisin, leur ami. Les informations tombent en boucle, plus glaçantes les unes que les autres. Peu à peu, le village se fige. La rue envahie, les cafés envahis, le village est envahi de journalistes, la mairie. Quand on voit comme ça toute une meute de journalistes arriver, forcément on comprend que l'affaire est particulièrement hors norme, quoi. C'est effectivement une affaire hors norme qui va bousculer Pont-sur-Sambre. Car celui dont on parle serait un violeur en série traqué à la fois par la police française et par la police belge. Cette affaire, c'est aussi celle d'un homme qui a réussi à éviter tous les pièges pendant 30 ans. Nous sommes le 5 février 2018, un de ces matins d'hiver sombres quand la nuit peine à se retirer. C'est aussi le moment d'avaler les kilomètres pour rejoindre son lieu de travail. Comme cet homme qui se dirige vers son usine, située à la frontière française. Pourtant, ce jour-là, il va changer son itinéraire et rouler vers Erqueline. Au même moment, une jeune fille emprunte le quai de la gare, un raccourci pour se rendre à l'école. Depuis sa voiture, l'homme l'a repérée. Il l'a décidé, elle sera sa prochaine victime. Ses gestes sont assurés. Il sait comment faire. Cette jeune fille de 15 ans sera pourtant sa dernière victime. Ici, on se retrouve le long de la ligne de chemin de fer et la dernière victime du violeur, eh bien, elle a emprunté ce petit raccourci le long du quai de la gare pour rejoindre l'endroit où elle habitait pour aller prendre son bus sur la place de la gare. Et c'est ici un peu plus loin
elle a été agressée. Comme d'habitude, le même modus operandi, il l'attrape par derrière, il la menace, mais elle arrive à se dégager, c'est ça qui... Elle arrive à se dégager et elle court directement vers les bus qui sont stationnés sur la place de la gare et qui voient une jeune fille arriver en état de choc et qui téléphone immédiatement à la police. Une agression sexuelle de plus. Une agression qui ressemble à d'autres viols commis ici à Erqueline. Il y en a eu 7 depuis 2004. Des dossiers qui se ressemblent, mais qui restent jusque-là non élucidés. On n'a pas forcément fait le lien tout de suite avec la France. On a, nous, constaté des viols dans notre commune. Il est vite apparu que ces viols avaient une caractéristique, c'est qu'ils étaient très matinaux. Et donc, nous, c'était le violeur du matin. On ne parlait pas du violeur de la Sambre à l'époque. Et ça s'est étalé avec des viols, à l'exception d'une année où il y a eu 2 viols sur la même année. C'était une fois par an, à la période hivernale, quand il fait très sombre le matin, que ça se déroulait. 7 viols et un seul agresseur donc. Des traces ADN identiques relevées sur 2 victimes l'attestent. Ici, on traque un violeur en série. Progressivement, la panique s'installe. C'était vraiment les gens touchés dans leur quotidien, qui n'ont pas vu venir, qui ne sont pas mis eux-mêmes en danger, quoi. Et ça a créé vraiment un émoi et on a mis des patrouilles à ce moment-là et on a accru la surveillance, mais sans effet. Cette gare symbolise aujourd'hui toute la spécificité d'Erqueline, car en traversant ces rails, on change de pays. Belges et Français se croisent donc naturellement. Et depuis que les bars tabac ont remplacé les douanes, il règne parfois ici comme un sentiment d'impunité. Ici, sur la frontière, on a quelquefois plus d'ambiance, entre guillemets, que dans d'autres petits villages de notre commune, bien sûr. Si vous dites ambiance, ça veut dire plus de... C'est un peu plus chaud parce que nos voisins français sont très serrés par leur police et leur gendarmerie. On rigole beaucoup moins et ils ont l'impression qu'en venant à Erqueline ou en venant en Belgique de manière générale, c'est un peu leur cours de récréation. Parce que chez nous, on boit de la bonne bière et qu'elle est beaucoup moins chère, parce qu'on vient manger des frites, parce que c'est plus vivant, plus convivial. Alors le bourgmestre a obtenu de placer des caméras à ces endroits jugés plus chauds. Et rien ne semble pouvoir leur échapper. Et on a installé il y a environ 2 ans d'ici des caméras dans le quartier de la gare, puisque c'est un quartier un peu plus difficile où il se passait beaucoup plus de faits. On a mis différents types de caméras, des caméras qui prennent les numéros de plaque, qui traitent déjà une partie de l'information, des caméras qui balayent la situation et d'autres sur lesquelles on peut vraiment zoomer très fort et aller vraiment chercher les petits détails. C'est important parfois sur certains faits. Cette fois, le fait est une agression sexuelle. Et un petit détail filmé ce matin-là va tout précipiter. Ce sont ces caméras ici sur le parking de la douane qui ont été utilisées et qui on a figé la situation à l'heure où les faits se sont déroulés. Et on a repris voiture par voiture, voir qui étaient ces voitures, à qui appartenaient ces voitures, qu'est-ce qu'elles faisaient là. Et on en a déduit qu'il y avait des voitures qui n'avaient pas, entre guillemets, à se trouver là à ce moment-là. Parmi les voitures qui n'avaient pas à se trouver là, une Peugeot 206 grise. Une voiture immatriculée en France. L'information est cruciale pour les enquêteurs chargés d'élucider ces affaires de viol ici, à Erqueline. Mais pas seulement. Car le propriétaire de la voiture pourrait aussi être ce violeur en série recherché depuis 30 ans de l'autre côté de la frontière. C'est grâce à notre police communale locale que on a pu réenclencher cette enquête et parvenir à arrêter ce qu'on appelle le plus grand violeur de France. Le plus grand violeur de France pourrait donc se trouver à 25 km de la frontière belge, à Pont-sur-Sambre. À l'aube du 26 février 2018, les policiers planquent devant une des maisons de ce quartier.
C'est une petite maison tout à fait banale avec un jardin derrière, etc. Comme il y a partout dans le village. Plana Radenović couvre cette affaire depuis Paris. La journaliste d'investigation décrit cette arrestation digne d'un polar. Les policiers s'en souviendront longtemps. Il le voit sortir. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il sort avec un bonnet, un cache-col qui lui dissimule la moitié du visage jusqu'ici, un blouson noir, un jean. Donc en fait, il est entre guillemets dans l'uniforme du violeur qu'il s'attendait à voir. Et puis là, il embarque dans sa voiture, et eux, ils commencent à la suivre, cette voiture-là, qui va en direction de Maubeuge, de Gemont, c'est l'usine là où il travaille. Et les policiers saisissent l'opportunité d'un ralentissement au rond-point pour l'arrêter. Après un instant d'hésitation, l'homme se laisse embarquer sans résistance. C'est le moment de vérité. Les policiers débutent les premiers interrogatoires. Il est fermé, il a l'air paniqué et quand on le place dans sa geôle de garde à vue, de toute façon, il dit qu'il dira rien. Et en fait, c'est lui qui appelle les policiers depuis sa geôle pour leur dire si en fait je veux parler pour les victimes. Ça y est, c'est le moment. Ça fait 30 ans que je commets des viols et des agressions sexuelles. Là, ça y est, il va falloir en parler devant la police. PJ de Lille travaille sur ce suspect depuis presque 30 ans. Le violeur de la L'information se répand alors. Les chaînes d'information tournent en boucle. Un homme vient d'avouer être un violeur en série. Son nom, Dino Scala. Justice toujours avec les aveux de Dino Scala, qui ouvre un vaste champ d'investigation. Ce violeur en série présumé de la Sambre a reconnu une quarantaine d'agressions. C'est une question. Combien d'agressions le violeur de la Sambre a-t-il vraiment commis au départ? Ce jour-là, tout le monde se bouscule devant les caméras pour crier victoire. Pour nous, c'est très valorisant, ce sentiment d'utilité et d'avoir servi à quelque chose et d'avoir abouti ce dossier. C'est pour ça qu'on rentre dans la police et qu'on rentre particulièrement dans la police judiciaire. Mais est-ce réellement une victoire? L'enquête risque d'être extrêmement longue, qu'il va falloir mener des investigations pour savoir ce qui s'est passé pendant des décennies. Dino Scala est passé entre les mailles du filet pendant 30 ans. Un violeur en série qui a pu agir pendant 30 ans sans être pris à chaque fois, passant entre les mailles du filet. Est-ce que c'est choquant? Est-ce que ça arrive? Fiché, donc ils On l'interpelle en 2015 grâce à l'ADN. 30 ans sans être pris. Comment est-ce possible? Le violeur commettait toutes ses agressions sur une zone de 30 km qui s'étend le long de la Sambre. Il agissait dans le même créneau horaire, selon un même mode opératoire. Alors doit-on parler de victoire ou de décennies de ratés? Nous sommes retournés à Pont-sur-Sambre, sur les terres de Dino Scala, là où il a toujours fait l'unanimité. Au club de foot notamment, où il a été entraîneur et président. Un homme totalement intégré et apprécié dans son village. Moi, il habitait près chez mes parents, à la maison à côté. Ouais. Et pour mes parents, même sa femme, même lui, c'était on t'en servait. Même quand ma mère est morte, Dino s'occupait, sa femme s'occupait. Toujours été. Ouais. On a été étonnés parce qu'on cherchait qui c'était, voilà. le gars de. On n'aurait jamais pensé à lui. Non, mais exactement. Mais c'est vrai, incroyable. C'est incroyable. T'es un mec bien. Ah ouais. T'es un mec bien. T'es un copain. Sans savoir. C'est vrai qu'il n'y avait rien à lui reprocher dans la vie de tous les jours. Il avait besoin d'un coup de main et celui qui a installé les buts tout seul avec un ou deux joueurs, ces buts-là. Il avait besoin de quelque chose, il était toujours là.
Mais comment il a pu passer à travers? C'est ça qui est la question. C'est ça la question. Comment il a pu passer à travers pendant tant d'années comme ça? Ça a été fort, hein. Il était fort, hein. C'est ça que je voulais vous demander. Ah, il était fort. Vous posez cette question. Ah ouais, bah oui. C'est très fort. Ouais. Et pas être reconnu rien du tout, et puis honnêtement, moi j'en sais. Alors que tout le monde le connaît. Ah oui, tout le monde le connaît. Vous allez demander à n'importe qui, il va dire c'était quelqu'un de bien. Très bien. Quelqu'un de bien, et donc d'insoupçonnable. Cela fait maintenant 3 mois que leur Dino Scala a été arrêté. Et ici, ce que l'on voudrait surtout, c'est oublier. Alors moi je dis que maintenant on ne devrait même plus en parler, c'est passé, c'est fini, on devrait laisser passer le temps faire et puis ça sert à rien toujours remuer là. Place au sport, voilà. Place au sport, comme un mot d'ordre, comme un espoir aussi. Car c'est tout un village qui a dû accuser le choc et se relever, à l'image de ce club qui gagne aujourd'hui. Je suis obligé de vous poser la question, il y a eu une mauvaise étiquette sur ce club. Oui, effectivement, bon, c'est une histoire qui nous a tombé sur le dos comme ça. On a eu 15 jours difficiles, et puis après, je dirais, tout est rentré un peu dans l'ordre au niveau du club, et surtout au niveau d'état d'esprit des gens d'autour, parce qu'on a empêché à lutter tout le week-end, ça n'a pas été le cas. Donc, preuve que là, qu'on a eu de l'intelligence et que les gens n'ont pas fait l'amalgame entre le club et une personne. Cette totale intégration dans la vie de son village a-t-elle été la meilleure des couvertures? Ici, personne n'aurait pu avoir le moindre doute sur Dino, le mec bien. Un mec bien qui dort désormais à la prison de Lille. Là aussi, son profil interpelle. Il y a un surveillant qui me disait c'est comme un petit vieux, en fait, il est devant sa télé, il est en pantoufles. Enfin, les gens ont du mal à faire la connexion entre la personnalité quand même objectivement dangereuse qu'il reconnaît lui-même et puis ce côté homme tranquille, serviable, plutôt doux que les gens apprécient. Dino Scala, un petit vieux en pantoufles. Un mécanicien monteur de profession qui bossait dans une usine à Gemont, à la frontière belge. Un homme que le travail n'effrayait pas. Un quinquagénaire au casier judiciaire vierge qui menait une vie sans histoire avec sa seconde épouse et ses 3 enfants. Aujourd'hui, Dino Scala est face aux questions des enquêteurs qui le confrontent à des dizaines de témoignages de viols et d'agressions sexuelles. Des lieux, des noms, des gestes. L'homme coopère mais ne se souvient plus des détails. Il a l'air vraiment de se mélanger dans les périodes, dans les agressions sexuelles, etc. Après, comme il a plusieurs fois changé de voiture, c'est un repère pour lui. Il dit ça c'était avec ma voiture comme ça, donc voilà. Mais sinon, quand les enquêteurs lui disent il y en a quand même une qui a 13 ans, donc même en dessous de la majorité sexuelle qui a 15 ans, lui il dit, il siffle de manière consternée. Parce que jamais, selon lui évidemment, mais jamais il aurait imaginé que cette jeune fille avait seulement 13 ans lorsqu'il l'a violée. Dino Scala se souvient donc mieux de la marque de ses voitures que de l'âge de ses victimes. Mais elles n'ont rien oublié, même 21 ans plus tard. Celle que nous appellerons Nathalie n'avait que 15 ans quand elle est tombée dans les griffes du violeur. Après l'arrestation de Dino Scala, elle donnera une seule interview. Il était un peu plus de 7 heures, je partais à l'école, comme tous les matins à pied. Enfin, voilà, je rejoignais mes copines un peu plus loin. On partait ensuite tout ensemble. Et puis ce jour-là, il est arrivé derrière moi. Il m'a... Pardon. Enfin voilà, il m'a étranglée. Et puis... quand j'ai perdu connaissance et quand j'ai retrouvé, j'ai repris mes esprits, quand je me suis réveillée, j'étais en train de monter les escaliers d'une maison. Et pour faire court, il me disait que crier, il me planterait. Il m'a fait mettre un mur. Il m'a bandé les yeux avec un foulard et il m'a caressé les seins, puis les fesses. Voilà, moi je pleurais. Je sais pas, j'avais que 15 ans. Je suppliais de pas me tuer. Pardon.
Cet homme a mis des bombes dans les cerveaux de toutes ces femmes. C'est-à-dire que véritablement, il leur a bousillé des moments, des tranches de vie. Elle était mineure, votre client? Bien sûr qu'elle était mineure. Elle était même à la limite de la minorité sexuelle. Donc c'est une enfant. Une enfant qui a dû grandir malgré ça. Aujourd'hui, une femme réveillée par les enquêteurs lillois. Un coup de fil attendu et redouté. Ça dure quelques minutes au téléphone et puis après, on raccroche et on se dit mais comment je vais en parler? À qui? Quoi? Tout le monde ne le sait pas forcément dans mon entourage, tout le monde n'est pas forcément au courant de tout ce que j'ai vécu. Il y a ma famille proche, mais comment je vais aborder ça? Comment je vais le gérer aujourd'hui dans ma nouvelle vie, avec mon compagnon, avec ce que je fais de mon quotidien? Elle fait le choix donc d'agir, ce que refuseront d'autres parmi les clientes qui m'ont consulté, qui ne voudront pas s'engager dans cette procédure. Voilà, une dame qui avait appris à vivre avec ça et qui maintenant doit réapprendre à vivre autrement avec toujours ça. C'est plus violent qu'il y a 21 ans, parce que là, il y a le visage, il y a tout ce qu'il a fait, c'est d'entendre sa façon de procéder qui est la même que pour moi. Enfin, c'est de voir son visage tout le temps. Ouais, c'est pire qu'il y a 21 ans. À Pont-sur-Sambre, chaque jour qui se lève déverse sur les habitants son lot d'informations, plus choquantes les unes que les autres. Ici, la stupéfaction fait place à la colère, comme Fabien l'a écrit dans ses articles. Il y a eu un moment de colère, parce que quand les gens ont appris le déroulement de l'enquête, donc on est sur plusieurs décennies d'agressions, de viols, etc., ouais, là, ça a été la colère. Comment est-ce possible qu'un agresseur sévisse autant de temps? Ça peut qu'être un raté. Hein. Pour les gens, ça, c'est clair. 30 ans et des viols qui se répètent dans ces régions du nord de la France. Parfois plusieurs sur 2 ou 3 mois et puis plus rien. Cela se passe toujours le long de la Sambre, mais le violeur change de ville. Il y aura Aulnoy, Louvroil, Maubeuge et puis finalement Herculine. Les plaintes s'accumulent, mais d'abord dans des commissariats locaux. Les victimes n'ont pas de profil type, elles sont âgées de 13 à 58 ans. Elles sont agressées par derrière et rares sont celles qui peuvent apercevoir leur agresseur. Avec ces informations, comment enquête-t-on ? Beaucoup de choses ont été faites. C'est vrai, voilà, des surveillances, des enquêtes de voisinage, des études donc dans les transports, des portraits robots. Les plaintes ont bien été prises. On n'est pas dans le cas où les femmes se seraient présentées et qu'on les aurait renvoyées chez elles en prenant pas leurs plaintes. Non, les plaintes ont bien été prises. Mais pour la journaliste, il est clair qu'au départ, on n'a pas fait le lien entre tous ces viols. Si ça a mis du temps à avancer aussi, c'est parce que les affaires n'avaient pas été regroupées, c'était géré localement, et donc pas par la police judiciaire de Lille, par les commissariats locaux. Et c'est vrai que ça, du coup, on comprenait pas que c'était une telle série de faits, quoi. C'est pas à la base, c'est pas un problème effectivement de fonctionnaires de police qui n'auraient pas fait son travail. C'est un problème effectivement de magistrats qui ne s'est pas dit à un moment attendez, il faut qu'on regarde effectivement le nombre de viols qu'on a sur ce secteur avec une récurrence assez importante, et il faut qu'on se pose, qu'on prenne le temps et qu'on missionne. Donc voilà, le problème il est en haut, il n'est pas en bas. À l'aube de l'an 2000, les premières traces ADN vont permettre de regrouper ces dossiers. Un seul homme est l'auteur de ces viols. Mais qui? Impossible de l'identifier à ce stade. L'ADN récupéré ne correspond à aucun suspect. L'enquête piétine. Les journalistes s'interrogent. Ces viols qui se ressemblent noircissent souvent les pages de la presse locale. Ici, à Avenel, toutes les archives sont précieusement conservées depuis longtemps. En feuilletant les pages faits divers de ces dernières années, nous nous sommes arrêtés sur cet article.
et plus particulièrement sur ce portrait robot. Nous sommes en 2011. Avec cette publication, le journaliste qui signe le papier vient sans le savoir de bousculer les enquêteurs lillois. J'avais publié à l'époque un portrait robot qui avait été aussi publié par la presse belge. Et dès que j'ai entendu parler de cette affaire, c'est que je l'ai recherché dans mes archives et j'ai fait le lien tout de suite. Ouais. Alors comment ce portrait robot est arrivé dans votre journal, dans votre article? Eh bien, tout simplement parce que je me suis baladé un jour en Belgique et que j'ai vu ce portrait robot diffusé dans la presse belge. Donc j'ai contacté à l'époque la police d'Erqueline, puisque c'était la police d'Erqueline qui avait fourni le portrait robot à la presse. Et il se trouve que les policiers belges avaient eu accès au dossier français dans lequel se trouvait ce portrait robot. Effectivement, depuis 2009, les deux polices savent qu'elles recherchent le même homme. Mais ce que Mathias découvre ce jour-là, c'est qu'il existe un portrait robot dans le dossier, mais que la police française ne l'a jamais diffusé. C'est vrai que c'était assez surprenant que la presse belge puisse le publier, que nous, on n'avait jamais pu avoir accès à ce portrait. Plus troublant encore, Mathias apprend que ce portrait robot est dans le dossier depuis 1997. Et ce n'est pas le seul, il y en a deux autres. Ils ont été dessinés à partir des souvenirs des victimes. Les enquêteurs disaient que j'étais seule à l'avoir vu jusqu'à présent, enfin jusqu'au moment où j'ai fait le portrait robot. Mais j'étais loin d'imaginer qu'on était aussi nombreuses. Évidemment, aujourd'hui on retiendra surtout celui-ci. Particulièrement ressemblant, c'est effectivement, si on devait faire une caricature à partir d'une photo d'identité de Dino Scala, c'est parfaitement lui, ça ressemble effectivement beaucoup, mais ce portrait robot n'a pas été diffusé, ce portrait robot n'a pas circulé. Il y a eu des choix effectivement à l'époque de ne pas donner priorité à ce dossier, et aujourd'hui bien évidemment on peut le regretter, et d'aucuns auront à s'en expliquer le moment venu par rapport à toutes les victimes qu'il y a pu y avoir après. On a posé la question au directeur de la police judiciaire de Lille, où il nous a expliqué qu'il voulait éviter vraiment de polluer leur enquête avec des informations qui n'auraient aucun lien avec le dossier, et c'est la raison principale qui a fait qu'ils n'ont pas diffusé le portrait. Ils souhaitaient aussi éviter au maximum que le violeur, s'il était encore vivant, se terre dans un coin et ne fasse plus jamais parler de lui. Leur but était vraiment de mettre la main sur lui. Et ils ont estimé que c'était pour eux la meilleure façon d'agir. La femme qui habite ici, qui part le matin travailler, le premier réflexe qu'elle a, c'est de dire pourquoi ça n'a pas été diffusé. Enfin, moi, j'aurais bien aimé que ce portrait robot soit diffusé. Là, on nous dit rien. En fait, il y a un mec qui sévit ici, qui agresse les femmes, qui les viole, mais on nous dit rien, quoi. Les autorités françaises rétorquent que les portraits robots réalisés étaient tous différents, qu'ils ne révélaient aucun signe distinctif et qu'il était donc contre-productif de les diffuser. Elles précisent aussi que ça ne les a pas empêchés de chercher, d'auditionner des centaines de suspects, de revisiter des dizaines de dossiers. On n'a pas lâché l'affaire. Voici l'unique message du procureur de la République. Des investigations extrêmement importantes, nombreuses, ont été faites par le juge d'instruction et la police judiciaire ces dernières années, jusqu'à ces quelques dernières semaines où la police judiciaire, je tiens à l'indiquer, qui restait extrêmement vigilante sur tout type de faits de même nature qui pouvaient intéresser le dossier. En Belgique aussi, les enquêteurs ont cherché. Quand les viols se répètent à Erqueline, ils s'attardent d'abord sur le modus operandi de l'agresseur. Une corde, un couteau et des gants forment son attirail de base. Systématiquement, il attaque ses victimes par derrière et leur fait subir un étranglement style commando. Après son agression, il leur ordonne de compter afin d'organiser sa fuite. Il y aura 7 victimes de ce type d'agression autour d'Erqueline entre 2004 et 2009. Parmi elles, 4 sont encore mineures.
Il n'y a pas de profil particulier, ça va de la jeune étudiant à des mères de famille ou des personnes même d'un certain âge. Ça s'est passé dans des rues très très calmes de notre commune aussi. Hein. La personne qui charge les cartables des enfants dans le garage et puis ça y est quoi, hein, qui se fait violer. Dans le dossier instruit au parquet de Charleroi, il y a désormais aussi un profil ADN. Et il correspond en tout point à celui du dossier français. C'est alors une certitude. Le violeur se déplace. Désormais, c'est la zone dans laquelle il opère qui retient toute l'attention. Toujours le long de la Sambre. Oui, ils sont localisés géographiquement toujours dans la même zone. Une zone frontalière. Une zone frontalière. Et ça aussi, c'est un élément? Oui, c'est un élément. C'est la raison pour laquelle aussi, à un moment donné dans l'enquête en Belgique, on va avoir recours à une analyse géomatique. C'est pas habituel du tout, mais ici, compte tenu du caractère exceptionnel du nombre d'agressions et du fait que manifestement il y avait des modus operandi similaires, qu'on était dans une zone assez proche sur l'ensemble des faits, il a semblé utile de recourir à cette méthode. Surtout qu'au départ, on travaille vraiment dans un comportement de maraudeur autour du domicile, etc. Voici les experts de cette analyse géomatique. Pour eux, un déplacement n'est jamais anodin. Ils s'analysent et ils s'interprètent. Un profil géographique. Leur cible dans ce dossier, les déplacements du criminel. Leur arme, des chiffres, des statistiques et autres algorithmes. On les appelle des géoprofilers. Pendant plusieurs mois, ils vont accompagner les enquêteurs. Ils se sont rendus compte que justement, il y avait quand même cette particularité d'avoir des faits concentrés le long de la Sambre. Et donc, puisqu'il y avait cette particularité géographique, ils se sont dit, dans ces nouvelles méthodes qu'on est en train de développer, il existe le profilage géographique. Tentons cette approche pour voir si justement de nouvelles hypothèses ou de nouveaux éléments peuvent être apportés par cette méthodologie. Parmi ces éléments, trouvez le point d'ancrage du violeur, c'est-à-dire une zone dans laquelle il revient toujours. Cela peut être son domicile, son lieu de travail. Pour la déterminer, les experts utilisent des principes connus, comme par exemple la loi du moindre effort qui s'applique aussi aux criminels. Un des principes, c'est notamment qu'on essaye quand même de minimiser son effort pour commettre un crime. Et donc, on va avoir tendance à agir à proximité de son lieu de résidence. Le deuxième principe, c'est qu'en même temps, même si on agit à proximité, je vais dire, de son point d'ancrage, il y a quand même une zone, je vais dire, trop proche de celui-ci dans laquelle on n'agit pas. C'est ce qu'on appelle la zone tampon, parce qu'il y a trop de risques d'être reconnu. Un criminel n'agit donc pas trop près de son domicile pour ne pas être reconnu, mais pas trop loin non plus, afin de maîtriser les risques. Grâce aux informations fournies par les enquêteurs français et belges, nos experts se sont rendus là où les viols ont eu lieu. Nous refaisons ce même chemin avec notre profiler. Il nous emmène à Aumont. Pourquoi on se trouve à Aumont finalement quand on parle du dossier du violeur de la Sambre? En ce qui concerne notre analyse, c'est l'endroit vers lequel convergeaient la plupart des résultats. C'était la zone de Aumont, la zone qui était la plus probable pour y retrouver le point d'ancrage du criminel, du violeur. Le point d'ancrage étant souvent le domicile, mais ça peut être le lieu de travail, ça peut être n'importe quel lieu qui est fréquenté habituellement par le délinquant. Ça peut être une gare, donc le point à partir duquel il part commettre ses délits. Et donc, la plupart des analyses, puisqu'on a mené plusieurs analyses complémentaires, avaient comme zone de convergence le sud-ouest de Maubeuge, donc centré sur Aumont. On est à combien de kilomètres finalement du domicile, puisqu'aujourd'hui on connaît le domicile du violeur de la Sambre? Moi pas, je sais juste qu'il habite la commune à côté, mais je ne sais pas où il habite, donc je suppose que c'est de l'ordre de 4-5 km à vol d'oiseau, mais je n'ai pas de précision. Les géoprofilers étaient à 5 km du domicile du violeur présumé. Et même s'il restait des milliers de suspects potentiels,
Ils avaient isolé une zone en 2010, 8 ans avant l'arrestation de Dino Scala. Qu'a-t-on fait de ces résultats? En France, c'est no comment. En Belgique, c'est laconique. Qu'est-ce qu'on en a fait de ces résultats? Mais ces résultats, ils sont restés ici, mais aussi communiqués en France pour pouvoir éventuellement, lorsque un suspect serait susceptible d'être mis en cause, pouvoir faire des liens par rapport, je vous disais, aux conclusions, notamment sur son lieu de résidence probable, sur son lieu de travail probable. Tout ça, c'était des éléments qui pouvaient être utilisés par les enquêteurs. Aujourd'hui, Dino Scala est suspecté dans 8 dossiers belges, dont 7 autrefois classés sans suite. Le 8e est celui du 5 février 2018, celui qui le conduira sous les verrous. Pendant ce temps, en France, des chiffres affolants circulent. Il pourrait y avoir 70 victimes. Lorsqu'on l'interroge, Dino Scala parle, lui, de pulsions incompréhensibles. Il n'arrive pas à expliquer en gros pourquoi il a ce désir-là, cette envie-là de commettre ces actes horribles. Et en plus, les victimes, la douleur des victimes, etc., il arrivait à l'occulter complètement puisque il les abordait par derrière. Donc pour lui, c'était comme des femmes sans visage. Il ne connaissait ni leur âge ni leur prénom. Il ne se souvient pas comment elles étaient habillées, donc c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas être attiré par un certain type d'habillement. Il ne se souvient même pas du tout de ce qu'il leur a dit, etc., etc. Donc pour lui, c'était comme un amas de personnes sans visage et du coup, le fait qu'elles n'aient pas d'identité pour lui, ça lui évitait peut-être d'avoir lui-même des remords. Cet homme s'est trop habitué à l'impunité, il le dit d'ailleurs lui-même, il le confie. Il explique que finalement, comme il ne se fait pas prendre les premières fois, il ne se rend même plus compte de ce qu'il est en train de faire, il ne voit même plus où est le danger. Un amas de personnes sans visage. Des pulsions qu'il ne comprend pas. Dino Scala aurait-il une double personnalité? L'expertise nous dit que c'est un homme tout à fait dans la banalité, dans la moyenne, un homme effectivement véritablement sans exploit d'aucune nature. Voilà. Responsable de ses actes? Bien sûr, il n'a atteint d'aucune maladie mentale, bien sûr, il ne souffre d'aucune pathologie. Rien d'incroyable dans cette expertise. C'est effectivement sûrement le plus inquiétant de ce dossier. C'est que nous pouvons croiser d'autres Dino Scala demain. Parmi les pistes que nous avons suivies pour comprendre comment un violeur peut rester impuni pendant 30 ans, il y en a une que nous n'avions pas imaginée. C'est Jean-Luc qui va nous ouvrir la voie. Ses propos vont nous bousculer. L'homme vit à Pont-sur-Sambre depuis toujours. Il accepte de nous recevoir chez lui. Dino Scala est alors sous les verrous depuis 6 mois. Avant cela, les deux hommes étaient voisins. C'est un ami, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, mes parents ont habité à côté, jamais eu de problème, au contraire. Des gens très gentils, un couple très... voilà. Qui étaient dans les associations, tout ça, il n'y avait aucun problème, aucun. Voilà, non. Je vous dis, il peut sortir demain, c'est bonjour Dino, c'est tout. Et on ne parle de rien, c'est tout. Voilà. Il a avoué 40 viols quand même. Comment? Il a avoué 40 viols. 42 dans sa tête, hein. Moi je dis félicitations parce que c'est vrai, il faut le faire. Hein. Là-dedans, c'est la justice qui est responsable, hein, parce que bon. Mais bon, c'est ça, hein. Il n'a jamais été pris, hein. Voilà. Il a suffi d'une plaque numérologique, c'est tout. Tant mieux, entre guillemets, hein. Maintenant, voilà, c'est tout. Non. Pas évident, mais c'est bien. Oh là. Non. C'est pas le même qu'un meurtre, hein. Un meurtre, c'est différent, hein. Vous seriez plus méchant à un meurtre, oui, voilà, je pense. Ça, je ne peux pas accepter un meurtre, non. Le viol serait-il aujourd'hui encore considéré comme un crime différent, voire excusable? Après, est-ce qu'il savait ce qu'il avait fait, des trucs? On ne sait pas. On ne sait pas. C'est une maladie, hein. Les violeurs sont-ils des malades? Des personnes aux pulsions incontrôlables et inexplicables? Des personnes plus à plaindre qu'à condamner? Daniel Zucker l'affirme, violer n'est pas une maladie, c'est un mode de vie.
Pour cet analyste des comportements criminels formé à l'école du FBI, le cas Dino Scala n'est pas exceptionnel. La plupart sont des violeurs en série. Daniel Zucker a écouté des dizaines de victimes de viol et a étudié le sort qui leur est réservé par la police ou par la justice. Pour elle, le viol reste aujourd'hui encore un crime empêtré dans des préjugés d'un autre temps, et cela profite aux violeurs. On a tendance à penser que des violeurs en série, nécessairement pour commettre ces actes, ils sont fous, mais ils ne sont pas plus fous que vous ou que moi. Ils sont tout à fait responsables des actes qu'ils posent. Ils savent que ce qu'ils font est hors la loi, mais ils décident de le faire quand même. Beaucoup de gens pensent que c'est un jeu sexuel qui a mal tourné, et donc on ne sait pas très bien à qui est la faute. C'est un peu là-dedans qu'on est. Donc ça, c'est encore un préjugé où on pense que le viol est une affaire sexuelle. Non, ce n'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse et ce qu'ils recherchent, c'est la sensation de pouvoir et la sensation de toute puissance. Il y a 30 ans, le viol était encore considéré moitié avec le sourire. On venait voir de quoi avait l'air la victime, avec toutes sortes de commentaires. « moi, je ne pourrais pas » ou « ah oui ». Voilà, bon, sur son physique et donc sur sa capacité à attirer quelqu'un, ce qui est encore le cas aujourd'hui, ça peut encore arriver. Alors, l'affaire du violeur de la Sambre a-t-elle été empoisonnée par ses préjugés? Daniel Zucker ne fera aucun commentaire sur cette enquête en particulier. Mais pour elle, c'est l'occasion de secouer nos évidences. Il faut comprendre ce que c'est qu'un viol exactement, et comprendre ce que c'est qu'un agresseur sexuel, et comprendre ce que c'est qu'une victime et ce qu'elle peut vivre. C'est un désastre pour elle, c'est un tsunami, simplement ça ne se voit pas. C'est ça aussi qui est très pervers dans ce crime, c'est que ça ne se voit pas. C'est à l'intérieur qu'elle est morte, c'est pas à l'extérieur. Parce que souvent on entend dire après 15 jours, bon enfin, ça suffit là, tu déprimes, il n'y a quand même pas mort d'homme, on se reprend et la vie continue. Mais non, le meurtre, il est à l'intérieur, ça ne se voit pas. Alors que l'on parle de 70 victimes potentielles, 5 femmes seulement se sont constituées partie civile. Nathalie en fait partie. Elle l'a décidé. Elle fera face à Dino Scala. Voilà, moi ce que j'attends, c'est de savoir ce qu'il a dit, s'il se souvient de ce qu'il m'a fait, puis d'avoir des réponses aussi. Pourquoi il m'a trouvé. Je pense que c'est là que je réaliserai vraiment que tout est fini. En juillet 2022, Dino Scala a été condamné à 20 ans de prison avec sûreté des 2/3, la peine maximale dans ce type de dossier. Quelques jours plus tard, il faisait appel de sa condamnation. Ce procès est reporté en 2024. Mais entre-temps, en mai dernier, une nouvelle information judiciaire a été ouverte sur une série de viols, tentatives de viol et agressions sexuelles. Dino Scala pourrait en être l'auteur. On se retrouve juste après la pub pour la suite de Crime et Indices. Le corps d'Elena a été abandonné sur un terrain vague, non loin des bords de Meuse à Liège. La presse n'en a quasiment pas parlé à l'époque, peut-être parce qu'Elena était une prostituée, une de ces filles qui continue de déranger sur les trottoirs des grandes villes. C'est un devoir d'enquête signé Sylvie Chevalier et Sophie Gillet. L'endroit est aussi sordide qu'isolé. C'est là, non loin des bords de Meuse, que le corps d'une femme est découvert. La victime, nous l'appellerons Elena, se prostituait à Liège, quartier Cathédrale Nord. C'était une amie à moi. On ne m'étonne pas. Et s'il n'y en avait eu qu'une, ça serait bien. Elle est mieux là où elle est. Un homme d'origine bulgare l'avait embarqué quelques heures plus tôt. Il a très vite été interpellé. Règlement de compte ou geste de folie? Une enquête est en cours. C'est vraiment le nombre de coups qu'elle a reçus et la violence de ceux-ci qui ont entraîné son décès. C'était une de ces filles qui dérange dans un quartier qui veut changer de visage. En un an, la police a rédigé 380 procès-verbaux de racolage. Il faut savoir se faire respecter, en fait. C'est obligé. Tu dois montrer, même si tu crèves de trop, mais si tu te chies dessus.
T'es obligé de montrer que t'es là, quoi. Nous avons suivi les policiers de la section mœurs. Ils luttent sans relâche contre les réseaux de prostitution. Comme des mœurs, petit contrôle. On n'a pas de problème avec des autres filles, avec des clients. Chaque fois que je viens, je m'appuie sur le trottoir, je suis dans l'angoisse, c'est clair. Plongées dans le royaume de l'hypocrisie où les clients restent impunis, les filles du trottoir, elles, sont des ombres. Mais sont-elles aussi des cibles ? Tout se passe dans ce quartier de Liège, tout proche du centre-ville. Quand la nuit tombe, ces quelques rues se transforment. Dealers, toxicomanes, prostituées se partagent les trottoirs et les impasses. Nous sommes à Cathédrale Nord. Depuis la fermeture des vitrines, les filles battent le pavé. Jeunes, moins jeunes, elles ne nous ont rien caché de leur descente dans l'enfer du monde de la cam. Alicia est maman, mais ses enfants lui ont été retirés. Elle était mineure quand tout a commencé. On vient ici, on se demande comment ça va se passer. Donc il y a une voiture qui s'arrête, une deuxième, une troisième. Puis finalement, suite à la consommation, qu'on est en manque et tout ça, on se dit, voilà, tant pis, on n'a pas le choix. Donc voilà, j'ai fait ça ici pour vers mes 18 ans, un peu 17 ans et demi on va dire. J'ai eu mon premier client et voilà, ça s'est passé. Il y a plein de choses qui font que j'ai toujours dit que je ne suivrai pas le même chemin que ma mère qui est décédée dans le quartier. Est-ce qu'on se prostitue parfois pour avoir une dose? Ouais. Ça, je peux confirmer que oui. Ça dépend les jours. Des fois, on peut avoir 25, comme on peut avoir 50. Souvent, quand on peut avoir une tête, on le fait, quoi. Est-ce que vous sentez le danger qu'il y a aussi à faire ça? Est-ce que vous le sentez tous les jours? J'ai déjà été agressée plusieurs fois. Donc oui, il y a beaucoup de danger. Mais bon, quand on tombe sur un con, voilà, on ne sait pas toujours se défendre parce qu'on est une fille. Et quand on va raconter ça à la police, oui, mais vous n'aviez pas à être là, c'est ci, c'est ça. Donc voilà, même qu'on viendrait à mourir ici, la police s'en fout. C'est bien un nouveau drame qui va se jouer en cette soirée du 22 mars. On sort de l'hiver, il fait moins froid. C'est un peu moins rude de faire le trottoir. Comme toutes les nuits, les voitures des clients mènent un bal incessant dans le quartier. Ce soir-là, pourtant, les filles sont sur le qui-vive. Une rumeur flotte dans l'air. Un homme rôde au volant d'une camionnette. Il aurait tenté d'agresser l'une d'elles. Elena, une fois encore, était descendue dans le quartier. Cela faisait 30 ans qu'elle tapinait. Ici, tout le monde la connaissait, et elle connaissait tout le monde. Un client l'a abordée, elle a donné ses tarifs, l'homme a accepté, et comme toujours, Elena a embarqué pour faire la passe dans un endroit moins fréquenté. Elle est montée pour la dernière fois. C'était une amie à moi. Ça ne m'étonne pas. Et s'il n'y en avait eu qu'une, ça serait bien. Mais il n'y en a pas eu qu'une. Pourquoi ça ne vous étonne pas qu'on n'en parle pas? On s'en contrebalance carrément de nous. Ils en ont rien à foutre des prostituées. Ça peut arriver à n'importe quelle fille. Moi, ça a failli m'arriver aussi. Je me suis déjà fait agresser par des clients, donc... J'entends des choses qui me choquent. On est toutes des droguées, on est toutes de la sous-merde. Et j'en ai marre de cette image de sous-merde alors que j'en connais quelques-unes qui sont mamans, qui ont des enfants. Je connais même une autre dame qui a un enfant qui est autiste et qui vient pour ça.
C'est pas parce que je dois venir ici parce que j'ai besoin d'argent pour manger que je suis une merde. Je ne veux pas qu'on voie mon visage, mais vous me croiseriez en rue en journée et vous sauriez dire que je travaille. Nous avons passé de nombreuses nuits à suivre ces femmes. Nous voulions comprendre pourquoi, comme Elena, on accepte que la vie ne tienne qu'à un fil. Descendre sur le trottoir, c'est descendre au plus bas. Et notre enquête nous le prouve. Il n'y a pas que la drogue qui vous pousse sur ce chemin. Moi, quand j'arrive fin du mois, que je n'ai plus rien dans mon frigo, qu'est-ce que je fais? Je viens ici quelques heures et j'essaye de travailler. Il vaut mieux tous les soirs? Presque. Ça dépend de ce que j'arrive à gagner sur la soirée. Je fais vivre 3 personnes. Donc la nourriture, les médicaments, les langes. J'achète tout. Les transports en commun, j'arrive à gagner assez pour faire vivre une famille. Vous êtes quand même l'enjeu de beaucoup de perversions, de gens qui vous demandent des choses incroyables. Oui, j'en ai vu et j'en ai entendu beaucoup. Mais il y en a énormément que je refuse. Attention. Par exemple, récemment, il y a un monsieur qui est venu me trouver pour une fellation. Le prix était correct, mais quand j'ai ouvert la porte de la voiture, j'ai vu qu'il avait son enfant de 4 ans qui dormait derrière. Dans ce quartier, tous les fantasmes semblent permis, un peu comme dans une zone de non-droit. Pourtant, il y a des codes. Les anciennes veillent. L'une d'entre elles est ainsi allée sortir d'une voiture une jeune toxicomane qui avait accepté une passe pour une portion de frites. Cilia fait partie de celles qui refusent qu'on casse les prix. Moi, je fais la fellation à 25 €, les rapports sexuels à 50 €, les deux avec préservatif. Maintenant, il y a des filles qui partent pour des fellations à 5 € et il y a des filles qui partent pour un complet à 9 €. Et si on leur demande sans préservatif, elles acceptent. Toxicomanes, SDF, prostituées. Pour soutenir cette population très précarisée, des programmes d'aide existent à Liège. Ces éducateurs de rue rejoignent eux aussi le quartier 2 ou 3 soirées par semaine. Ils travaillent pour la SBL ICAR. Leur mot d'ordre, ne jamais juger. Maintenant, si tu veux, nous, on a tous les jeudis, il y a le médecin qui est là et qui justement peut faire un suivi de fond avec toi. Mais j'ai un suivi, j'ai des médicaments. Ouais. Tu veux venir aussi avec nous? Tu repars pour des gyms après. Ouais, je repars en sorte de cure. Et quoi alors, c'était pas trop dur? Si, c'est dur, mais bon, t'as des préservatifs? Bien sûr. Tu veux un peu de lubrifiant avec? Non. Les éducateurs de rue ne font pas que distribuer des préservatifs, du lubrifiant ou des seringues. Ils accompagnent aussi les filles, parfois de jeunes mères, dans leur démarche administrative. Ils les aident à trouver un logement. Ils sont là pour garder le contact quand, par exemple, les prostituées sont harcelées par des hommes qui veulent devenir leurs proxénètes. Allez hop. Johanna avait 17 ans quand son amoureux de l'époque l'a forcée à vendre son corps. Elle connaît tous les dangers de son métier, tous les pièges de la rue. Mais la CAM, comme ce soir, va tout emporter sur son passage. La toute première fois, on m'a amenée ici. C'est un type, en fait, j'avais consommé de la cocaïne. J'avais besoin de cocaïne et j'ai volé ma maman. Donc petit à petit, il me fallait de plus en plus de coke. J'ai failli, franchement oui, j'ai failli avoir vraiment des gros problèmes. Mais il faut savoir se faire respecter en fait. C'est obligé. Tu dois montrer, même si tu crèves de trop, même si tu te chies dessus, tu es obligé de montrer que tu es là quoi. Vas-y, tue-moi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Moi j'ai pas peur de mourir. J'ai peur de vieillir, pas de mourir. Parce que mon gagne-pain, c'est ma vie, c'est mon visage.
Et il y a des filles qui acceptent alors justement de baisser les prix pour... Ouais. Je te dis la vérité, moi j'étais white une fois, je suis descendue à 20 €. Comment tu décrirais les autres filles qui sont ici dans la rue? C'est quel style de filles? Baraquées. Baraquées, mais quand on les connaît, elles ont vécu de ça. On n'est pas là pour rien. Je sais pas. Les autres, elles ont vécu des choses hard. Moi, je sais pas. Mais je le paye, crois-moi. Je le paye. Bon, j'ai pensé y aller, il faut que je taffe. Vraiment. Faut que je taffe, là. Donner des conseils de ne pas diminuer ses prix, de ne pas être sous influence d'alcool ou de drogue au moment de la négociation pour ne pas qu'ils puissent profiter justement de certains moments de faiblesse. Et puis on leur dit aussi de bien négocier les prix avant de rentrer dans la voiture et pas au moment où on rentre dans la voiture et on se dirige vers l'hôtel de passe ou une zone un peu plus libre où l'acte pourrait se faire dans une voiture. Maintenant, avec une consommation de drogue présente, il n'y a pas de miracle. Parfois, elles partent pour bien moins que le prix qu'elles voulaient à la base. Et c'est là qu'est le danger aussi. C'est là qu'est le danger, effectivement. Avec plaisir. Dans un quartier toujours sous tension, nous devons interrompre l'interview. Un mot, un regard, et les insultes pleuvent entre un passant et une prostituée. On évitera la bagarre ce soir-là, mais l'ambiance est comme toujours électrique. On a toujours conscience de l'endroit où on travaille, du public que l'on rencontre. C'est vrai que généralement les dames se déchargent sur nous, sur les difficultés de rencontrer certains clients qui ne sont pas toujours corrects. Ou la peur de partir dans un endroit inconnu. Donc oui, ça, généralement, elle se décharge. Nous, de nouveau, on reste disponible. Ah, tiens, il y a un client qui est un peu spécial, j'ai noté sa plaque. Donc nous, on prend en compte toutes ces choses, toutes ces informations. On leur dit qu'elles peuvent prévenir la brigade des mœurs ou la police si jamais elles ont un souci dans la rue. Se confier à la police n'est pas une démarche naturelle pour toutes ces filles. Car dans le quartier, la police locale est très mal vue. Ce soir-là, nous rencontrons Sandra. Cela fait 10 ans qu'elle fait le trottoir à Cathédrale Nord. Fait rarissime, elle accepte de témoigner à visage découvert. Elle veut dénoncer l'acharnement de certains policiers. Je n'ai rien à cacher du tout. J'aimerais que les gens sachent exactement ce que l'on vit, ce que l'on endure, pas spécialement par rapport aux clients. De quoi vous voulez nous parler exactement? Des gens qui nous embêtent, je veux dire, qui nous font du mal. Les forces de l'ordre, en gros. Vous ne voulez pas que vous travaillez ici? Non, bien sûr, parce que le racolage, c'est interdit. En temps normal, logiquement, il commence donc, quand il passe. Donc c'est juste un contrôle de papier d'identité. S'ils sont bien lunés, c'est OK. S'ils sont mal lunés, on embarque directement, menottes au point. Et on va faire quelques heures dans les cellules. Le poste de police est à l'entrée du quartier. Les rondes sont fréquentes. Les ordres de la ville sont clairs. Il faut chasser les prostituées. Mais sous nos yeux, à l'abri des caméras, c'est la manière qui est inacceptable. Un des agents va menotter cette dame et l'emmener de force. Elle ne s'était pourtant pas opposée à son arrestation. Très vite, nous constatons que cet acharnement est inutile.
Dès que les policiers sont partis, les prostituées reviennent ici, quai sur Meuse. Rien, ni les policiers ni le danger ne les arrêtent. Alors pour tenter de se protéger, les filles ont mis en place quelques petits trucs. Quand elles partent avec un client, elles indiquent aux autres pour combien de temps elles s'éloignent. Certaines prennent note des numéros d'immatriculation des voitures. Des moyens dérisoires qui n'évitent pas les agressions. Je n'oublierai jamais. Et ça, ce sont les risques, on le sait. On ne sait jamais avec qui on monte, avec qui on part. Dans le temps normal, je veux dire, quand je pars avec un client, donc j'ai toujours mes endroits à moi. Là, il n'a pas voulu aller dans les endroits que moi j'avais dit. Je me suis retrouvée donc à l'île Mont-Saint, j'ai dit OK. Mais je sentais que, voilà, il allait se passer quelque chose, je le sentais. Et donc j'avais une main sur mon sac, une main sur la portière. Il a sorti un couteau. J'ai réussi à le désarmer comme je pouvais. J'ai ouvert la portière. Sandra, cette fois-là, s'en sortira bien. Elena, elle, a eu moins de chance. Lorsqu'elle monte à bord de la camionnette, personne ne s'inquiète. Personne ne note son absence prolongée. L'homme la conduit vers l'île Mont-Saint, à quelques kilomètres de là. Un endroit isolé où certaines filles emmènent leurs clients pour les passes. C'est là, sur le site de cette ancienne patinoire désaffectée, qu'il va se débarrasser du corps. Nous sommes dans une zone portuaire qui change de visage la nuit. C'est un lieu de rencontre pour les échangistes, les homosexuels, les personnes transgenres. Un lieu très sombre, réputé dangereux. Elle a été prise en charge quai sur Meuse, un peu plus d'1 heure auparavant. Et puis alors après, voilà, il y a le laps de temps qui va s'écouler, pendant lequel on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, jusqu'au moment où on va la découvrir. Donc la personne, visiblement, a été frappée à mort. Les services de police ont été appelés par un témoin, en réalité, qui a vu vers 5 heures du matin un individu qui débarquait un corps d'une camionnette. Donc les services de police sont rapidement intervenus sur place. On s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une dame qui n'était pas encore morte, donc qui a été transférée évidemment rapidement à l'hôpital et qui est malheureusement donc décédée pendant le transport suite aux nombreux coups qu'elle avait reçus. L'enquête a avancé très très vite puisqu'un auteur va être rapidement interpellé et des devoirs sont toujours actuellement en cours. Oui. Un individu de la banlieue liégeoise est rapidement arrêté. Il reconnaît avoir embarqué Elena. L'homme d'origine bulgare affirme qu'une dispute a éclaté, mais qu'elle était vivante quand il l'a quittée. Le dossier est confié aux enquêteurs de la crime. Mais aux premières heures de l'affaire, d'autres policiers apportent leur connaissance du terrain. Les enquêteurs de la section mœurs de la police locale connaissent bien la victime. Ils vont activer leur réseau d'indicateurs. J'ai certains enquêteurs qui ont travaillé parce qu'ils ont facilité le contact avec les personnes prostituées. Les enquêteurs fédéraux étaient un petit peu plus éloignés du terrain. Effectivement, la prostitution de rue est quelque chose d'extrêmement dangereux pour les personnes qui la pratiquent. Et ça peut aller jusqu'à des violences extrêmement graves. Et ici, en l'occurrence, la personne est décédée. Depuis l'assassinat d'Elena, les enquêteurs de la section mœurs ont redoublé leur surveillance. Ce jour-là, nous sommes autorisés à les accompagner sur le terrain. D'après leur repérage, un nouveau réseau venu de l'Est est en train de s'installer dans le quartier. Ah, on l'a non ? Ces derniers jours, ils surveillent des jeunes femmes d'origine roumaine.
tourne évidemment la tête. Hein. Grâce aux caméras de surveillance, les policiers ont pisté la jeune femme. Ils l'arrêtent et contrôlent son identité. Pas de travail. Pourquoi tu pars en courant quand tu nous vois? Donc c'est une citoyenne de l'Union européenne, mais qui travaille de manière illégale et frauduleuse, qui n'est pas inscrite à la commune. Et donc à ce moment-là, nous sommes tenus par la loi de faire un rapport à l'Office des étrangers. On va faire un rapport électronique à nos collègues de l'Office des étrangers qui doit rendre une réponse dans les 12 heures sur sa situation, qui peut être une simple relaxe ou un ordre de quitter le territoire, sachant qu'on accompagne ça d'un PV de travail au noir. Ici, elle nous dit qu'elle va repartir. Donc, Et là, on peut éventuellement être dans le cadre, on ne sait pas encore, mais d'un réseau. On pourrait, voilà, ça c'est le but de notre enquête, c'est pour ça qu'on auditionne les jeunes filles et qu'on essaye, quand on les ramène ici aussi, de faire une fouille judiciaire pour voir s'il y a des éléments qui peuvent être utiles à notre enquête. Quelques heures plus tard, au cours de leur descente, les policiers des mœurs tombent à nouveau sur la prostituée roumaine arrêtée plus tôt dans la soirée. La jeune femme a pu quitter très rapidement le commissariat. Elle retravaille déjà avec d'autres Roumaines. Donc ça veut dire que c'est un travail pour rien? Alors, ce n'est pas du tout un travail pour rien. Le fait de venir travailler alors qu'il y a une interdiction formelle de la police qui a été notifiée, voire même des écrous, prouve bien que soit elles n'ont pas le choix parce qu'on les force à venir sur le quartier, ou alors c'est une prostitution alimentaire, il faut bien payer le logement, il faut bien payer la nourriture, et donc là, non plus, elles n'ont pas le choix. Que ce soit avec des Roumaines ou avec des filles du quartier, même qu'on côtoie habituellement, il y a quand même des règles à respecter ici, c'est pas la jungle, on ne fait pas ce qu'on veut. Dans le quartier, aucune fille n'osera en parler face à notre caméra. Mais l'arrivée de proxénètes étrangers s'accompagne toujours de violence. Les prostituées belges subissent des menaces et des intimidations. Les filles des réseaux, elles, sont encore plus malmenées. Du coup, les policiers mettent les moyens. Des heures d'écoute téléphonique et de surveillance vidéo pour enfin arrêter des hommes qui forçaient des mères de famille à se prostituer. Elles devaient se soumettre à toutes les pratiques sexuelles et ne recevaient rien à manger pour leurs enfants. Par peur des représailles au pays, aucune d'elles n'acceptera le statut de victime. Elles auraient pourtant obtenu ainsi des titres de séjour. Le dernier dossier en date de janvier, enfin a été clôturé en janvier 2016, où nous avions un réseau bulgare sur le territoire, et il nous a fallu 6 mois pour en venir à bout avec l'appui de la police fédérale. Donc l'opération a été menée en janvier, et les têtes ont été arrêtées, et les personnes prostituées, malheureusement, n'ont pas collaboré et ont disparu du jour au lendemain. Donc c'est un dossier judiciaire intéressant au niveau des condamnations, mais sans victime. Donc c'est qui nous laisse un petit goût amer, dans la mesure où on savait très bien que ces personnes étaient récupérées et se trouvent maintenant peut-être en Allemagne ou en Hollande. En tout cas, elles ne sont plus sur notre sol. Les heures défilent au cœur de la nuit. Les enquêteurs ne peuvent jamais relâcher leur surveillance. La violence et les pressions sur les prostituées ne viennent pas uniquement des réseaux étrangers. Les policiers le savent. Ils traquent la moindre information, s'intéressent à chaque comportement suspect. Et cette fois encore, ils vont être surpris. Un petit contrôle. Vous n'avez pas d'appartement propre, vous êtes à la rue. Je pense que c'est la première fois qu'on a contact avec vous. Vous n'avez pas de problème avec des autres filles, avec des clients ou avec un petit copain, on va dire qu'il serait un peu trop preneur d'argent, envahissant, voilà, on va dire comme ça. Le client, une fois arrivé chez lui, il ferme la clé et il cache la clé de séquestration. Oui. Quand vous êtes arrivé, il fait ça avec d'autres filles. Justement, je me tracasse. C'est au travers de ces contrôles apparemment anodins que l'on récolte des informations cruciales. On n'arrête pas de nous arrêter, nous, et ceux qui veulent de la crasse, de la mort et à deux rouilles, ils nous expliquent qu'il fait des affaires. Le contact avec les prostituées et leur entourage est donc capital. Mais les policiers doivent constamment rester sur leur garde. Ce serait pour le contrôle de 2 personnes, s'il te plaît, 2 personnes, pour voir s'ils n'ont pas de mesures à prendre. Elle est connue, prostitution, drogue, vente et détention.
C'est d'Armand 2017, soyez prudents, des stupes, des coups, rébellion, des vols, des dégradations. En Belgique, la loi n'est pas claire. La prostitution n'est pas illégale, mais le racolage est interdit. Les policiers rédigent des PV de racolage, mais le parquet ne poursuit pas systématiquement. Par contre, Nathalie Van de Weert sait très bien ce qui peut se cacher derrière ces simples procès-verbaux. On lit toujours avec vigilance tous les PV de racolage qui sont amenés ici, surtout pour détecter éventuellement donc, des indices d'exploitation ou de faits plus graves dont la prostituée finalement serait victime et pas auteur. Dans le quartier, la valse incessante des voitures nous a aussi marqués. Elle laisse même son empreinte sur des pavés défoncés. Les voitures de luxe ne manquent pas. Les clients sont nombreux, visiblement avides de cette prostitution clandestine. Le client n'est pas du tout pénalisé, donc il ne risque rien. La seule possibilité de sanctionner le client, c'est si la prostituée est mineure. En France, le débat a duré plus de 2 ans et demi. Et désormais, le client est puni. Des amendes qui peuvent aller jusqu'à 1 500 €, voire 3 500 en cas de récidive. Chez nous, des voix se font entendre pour que l'on aille dans le même sens. Des filles frappées, violées, certaines sauvagement assassinées. L'inspecteur Josiane Mesdag a raconté chaque drame à son collègue. Elle est une des plus anciennes du quartier. Avec un style bien à elle, elle prend soin de ces femmes qu'elle connaît bien. T'es bien retapé, dis donc. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ah oui, franchement, ouais. T'as une bonne figure, t'as un joli look. Merci, bien. Bien, bien. Fais attention à toi. Lors des patrouilles, la bienveillance de Josiane favorise les confidences. T'as une petite figure. On nous a dit qu'apparemment les mecs commencent à venir vous emmerder. Moi, j'ai pas prévu de t'emmerder. Je dis ça. N'hésitez pas à prévenir, c'est des gars vous emmerdent. Si jamais. Allez, fais attention à toi. Allez, tantôt. Votre gamin, elle est où? Chez son papa. Le temps que, voilà, après je le reprendrai 1 semaine sur 2, normalement. T'as retrouvé un endroit pour vous poser, quoi. Puis bon, c'est pas une vie pour lui de toute façon, c'est mieux qu'il soit là-bas. Et tu as une allocation du CPS ou un machin comme ça? C'est en cours que ça passe à CPS de rue. J'ai encore touché du CPS de mon ancienne adresse, en fait, juste après. Ouais. Ce mois-ci, je sais pas très. T'as jamais discuté avec Icar? Est-ce que c'est vrai ces histoires qu'il y aurait des maisons d'accueil, que Icar pourrait... C'est vrai ça? Ah ouais. Si, ils peuvent te donner un coup, vraiment... Et même au niveau cure, hein, ils peuvent te piloter sur une... Faut pas que là pour distribuer des préservatifs. J'ai tellement pas une vie stable que mes rendez-vous, des fois... Tu les loupes, ah bah ouais. C'est le jour tout le temps. Mais maintenant, eux peuvent te prendre en charge et te... mais à condition que toi tu mets du tien aussi. Voilà, ouais. Ça c'est toi le patron là-dedans. Ah oui, de toute façon. Mais pense à ton gamin. Les enquêteurs vont nous faire découvrir les lieux fréquentés par les prostituées et leurs clients. De véritables coupe-gorge. Quel est l'intérêt d'aller justement pour vous dans ce genre d'endroit? Mais de voir déjà comment ça se passe entre la fille et le client, parce que quand les filles t'expliquent ce que le client demande ou ce qu'il veut ou comment il se comporte, il y a des moments où elles risquent réellement leur peau en allant avec un client, hein, ça c'est sûr. On peut dire que si on passe régulièrement dans les endroits un peu reculés où ça se passe, ça va favoriser le fait que les clients vont se dire
quitte à prendre une fille en Cathédrale Nord, je ne vais pas me faire contrôler par les flics et je vais plutôt aller à l'hôtel. Et bon, voilà, on ne peut pas favoriser la prostitution, mais tant qu'à faire, autant que ça se passe dans un hôtel en toute sécurité que dans un parking abandonné au milieu de nulle part, où les filles sont en danger en fonction du client, quoi. Se retrouver à la merci d'un client, c'est ce qui est arrivé à Elena. Les deux policiers ne sont pas autorisés à nous parler du meurtre. Mais en approchant de l'île Montsaint, ils vont nous faire cette confidence. Il l'a mis là dans le coin. Parce que voilà. C'est ça, donc la personne a carrément jeté le corps là. Le gars, le témoin a vu quelqu'un qui prenait quelque chose de lourd. Au départ, il ne sait pas si c'est des sacs poubelles ou ce que c'est exactement, c'est malheureux. Et qu'il le dépose, et puis il a vu débarquer ici. On a parlé à un moment donné justement ces filles de Cathédrale Nord, de les mettre ici. C'est un endroit fort isolé. Très. Peut-être même trop. Et ça, voilà. Même les filles ne sont pas chaudes pour venir ici parce que justement, c'est très, très noir. C'est encore plus dangereux, je pense. Il n'y a pas de sanitaire, il n'y a pas de café, il n'y a pas de night shop. Et rien ni personne. Pour être plus en sécurité, certaines filles proposent à leurs clients de s'arrêter dans des hôtels de passe. C'est là que nous retrouvons Sandra, la seule qui ait accepté de témoigner à visage découvert. Depuis le meurtre d'Elena, Sandra insiste pour que les hommes ajoutent à la passe le prix de la chambre. Bien sûr que ça fait réfléchir, c'est clair. Mais on se dit toujours, ça ne nous arrivera pas à nous, ça n'arrive qu'aux autres. Faut pas y penser, sinon c'est se travailler dans l'angoisse totale, la peur, toujours. On n'y pense pas. Comment on se retrouve dans la rue? Par la même personne que pour qui j'ai travaillé. Étant donné qu'à un moment donné, mon âge a fait que la vitrine, c'était plus trop approprié, je vais dire. Voilà, elle a décidé de me mettre là. Hein. J'étais tellement bleue de cette personne, j'en étais amoureuse, comme j'ai jamais aimé personne. Hein. Et j'aurais fait n'importe quoi pour lui, et j'ai fait n'importe quoi pour lui. Parce que pour moi, c'était vraiment me retrouver dans les bas-fonds, c'était vraiment la fin de tout. Quoi. Plus bas que ça, il n'y a pas, ça n'existe pas. C'est ce que vous pensez aujourd'hui encore? Toujours, bien sûr, oui. Quand on vous parle de tous ces projets, de supprimer la prostitution de rue, de la déplacer et tout, qu'est-ce que vous avez envie de dire, vous? Ça va être la catastrophe. Ils ont décidé de nettoyer ce quartier-là un jour et ils y arrivent. Hein. Ils y arrivent. Si ce projet aboutit, ça va être la catastrophe. Je n'ose même pas penser au nombre de viols qu'il va y avoir, parce que ça, c'est en fait certain. Là où ils veulent mettre les filles, c'est en fait certain qu'il n'y aura que des agressions, que des viols. Ça, il faut le crier haut et fort, parce que ce sera le cas. Le calvaire vécu par Elena va-t-il se répéter si on chasse les prostituées pour les pousser vers la périphérie de Liège, comme cela s'est vu dans d'autres grandes villes? C'est la crainte de beaucoup d'entre elles. Elles affirment qu'elles dérangent certains commerçants, dans un quartier où les prix de l'immobilier sont en train de flamber. Nous cherchons des réponses à l'hôtel de ville. Le bourgmestre nous confirme son intention de donner un autre visage au quartier, et donc d'autres trottoirs aux prostituées. Il faudrait vraisemblablement que ça soit un peu plus éloigné des habitations. Et d'autre part, nous avons reçu récemment des marques d'intérêt
par rapport à un aménagement de ce quartier qui est très bien situé entre la place Saint-Lambert et les quais de Meuse et qui devrait connaître un développement pour le logement. Si on expulse les prostituées de ce quartier en pleine mutation, elles risquent d'entrer dans une prostitution encore plus clandestine. Le bourgmestre de Liège fait une promesse devant notre caméra. Il ne s'en débarrassera pas en les jetant dans un lieu trop isolé. Je pense que nous n'arriverons pas à éradiquer totalement la prostitution. Donc comment faire pour sortir de la manière dont les choses se passent, et qui n'est pas acceptable à mes yeux, et faire mieux. Donc faire mieux avec un lieu dédicacé, pas trop loin des habitations, mais qui serait aussi l'endroit où certains services sociaux seraient disponibles. Donc si l'île Moncin est un endroit dangereux, il n'est donc pas approprié. Ces filles, souvent plus âgées, ne gagnent pas assez pour louer des vitrines. Elles savent que dans la rue, elles se mettent en danger, mais c'est la nécessité qui les pousse. Elles sont donc bel et bien des cibles. À tout moment, elles peuvent connaître le sort d'Elena. Son agresseur est toujours en prison. Il attend son procès. 7 années se sont écoulées depuis la première diffusion de ce reportage. Le projet de créer un Eros Center dans la région pour encadrer la prostitution a été mis de côté. La ville envisage donc le développement d'une zone P où la prostitution serait tolérée. Il faut savoir que dans la pratique à Liège, la prostitution de rue a laissé place à un racolage clandestin. Désormais, ça se passe dans des Airbnb avec des filles venues d'Amérique du Sud, des transsexuels et même des mineurs liégeoises. La semaine prochaine, nous reviendrons bien sûr avec 2 nouvelles affaires. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur Ovio. Je vous souhaite une belle soirée sur La Une.